Mardi 4 août 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, les membres du syndicat du personnel de l'ASECNA à Madagascar entameront dès demain une grève de 3 jours, sauf changement de décision de dernière minute. Ce mouvement pourrait avoir des répercussions sur les vols à destination et au départ de Madagascar. Les détails avec Noura Nirlanto. L'amélioration des conditions de travail ainsi que l'égalité des droits et des avantages du personnel de l'ASECNA à Madagascar par rapport à leurs collègues du réseau africain constitue le cœur des revendications à l'origine de la grève prévue du 5 au 7 août 2026 par le syndicat du personnel de l'ASECNA à Madagascar. En effet, les rémunérations perçues par les employés de l'ASECNA travaillant dans le pays ont diminué en raison des fluctuations du taux de change à Madagascar. Ils réclament donc le respect de l'accord de siège. Malgré la mise en place d'un dispositif particulier de service minimum, des perturbations pourraient survenir, notamment des retards, des modifications d'horaires ou des annulations de vols. Le syndicat du personnel conseille donc aux voyageurs de contacter leur compagnie aérienne afin de vérifier le statut de leur vol. Il est par ailleurs établi que des représentants du ministère des Transports et de la Météorologie ont rencontré hier les représentants du syndicat du personnel de l'ASECNA, ou Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, mais aucune solution concrète n'a encore été trouvée. Dans les actualités de ce jour également, 24 heures après le drame, les commerçants sinistrés à cause de l'incendie du marché de Bazarkele et à Tuamas n'attendent de se relever avec les moyens dont ils disposent. Certains n'ont même plus de quoi se nourrir, tandis que d'autres bénéficient de la solidarité de leurs fournisseurs et peuvent reprendre leur activité avec ce qu'ils ont sous la main. Malgré tout, tous demandent à l'État une aide afin de reconstruire rapidement le marché. Reportage sur les images de Louvanante 9, Viva Tuamas. Tuamas ne cesse de se relever. En quelques mois, la population a été confrontée à plusieurs catastrophes majeures. Le cyclone Gézani a entièrement dévasté la ville de Tuamas, devenue méconnaissable, maisons détruites et infrastructures réduites à néant. Des habitations ont également été démolies en raison de constructions illégales sur les terrains de la SPAT, laissant des centaines de familles sans abri. Quelques jours plus tard, il ne s'agit même plus de compter les années, mais les jours. Plus de 3500 stands ont été ravagés hier par un incendie dans le marché de Bazarkele. Cette mère de famille vendait des vêtements de seconde main dans ce marché. Aujourd'hui, il ne lui reste plus rien. Comme elle l'explique, elle vit au jour le jour et cherche chaque jour de quoi se nourrir. D'autres commerçants tentent de s'entraider. C'est notamment le cas des vendeurs de légumes venus d'un Tirabé qui ont fait preuve de solidarité face au sinistre. Leurs fournisseurs continuent de leur envoyer des marchandises, même s'ils ne disposent pas encore des moyens nécessaires. Leur priorité est de pouvoir reprendre rapidement la vente et de réparer les dégâts. Jusqu'à présent, l'aide fournie par l'État aux commerçants de Bazarkele se limite à des produits de première nécessité. Et selon les informations reçues, certains membres du gouvernement de la refondation de la République sont actuellement sur place. Ils ont constaté les dégâts et apporté une aide d'urgence. Toujours dans cette page fait divers, 15 personnes, dont un gendarme en poste à Béchouk et des individus soupçonnés de trafic visant des personnes atteintes d'albinisme ont été interpellés par les forces de l'ordre à Béchouk et à Youssi. Des aveux attribués aux suspects ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils font état d'un réseau dans lequel des organes de personnes atteintes d'albinisme auraient été proposés à des sommes pouvant atteindre 400 millions d'ariars. Des éléments liés à l'enlèvement d'un enfant à Tsivour dans le district de Béchouk auraient également été découverts chez l'un des suspects. Les informations présentées dans ce reportage proviennent de la présidence de la refondation de la République. Reportage. Stop. Des éléments liés à l'enfant atteint d'albinisme enlevé à Béchouk le 14 mai 2026 auraient été retrouvés au domicile du maire.
Les suspects auraient également indiqué l'endroit où le corps de l'enfant avait été enterré après son meurtre. Les images examinées témoignent de violences extrêmes sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les détails. La découverte du corps a été suivie d'interpellations et d'aveux présumés. Selon certains suspects, des organes de personnes atteintes d'albinisme pourraient être négociés jusqu'à 400 millions d'ariars au sein de réseaux clandestins. Les personnes interpellées ont également cité des individus présentés comme des intermédiaires ou des acheteurs d'organes de personnes atteintes d'albinisme. Parmi les personnes mentionnées figure un gendarme en poste à Bétchouk. Les recherches se poursuivent afin d'identifier les autres personnes susceptibles d'être impliquées dans ce réseau. Les suspects déjà interpellés doivent être transférés à Antananarivo pour la poursuite de l'enquête. Et un nouveau concours sera organisé pour les candidats de la filière judiciaire selon le communiqué publié hier par le ministère de la Justice malagasy. Il a en effet été confirmé que des cas de fraude et de corruption ont été constatés lors des épreuves organisées en décembre 2025. Cette nouvelle session se déroulera du 1er au 4 septembre. Les convocations pourront être retirées à l'ENMG de Tsaralalan du 10 au 31 août. En revanche, pour les candidats de la filière administrative et la filière financière, les épreuves orales se poursuivront le 17 au 20 août. Les convocations pourront être retirées à partir de demain 5 août jusqu'au 14 août, selon toujours ce communiqué. Parlons à présent politique. La semaine dernière, l'État associé des jeunes à une consultation organisée à Madagascar dans le cadre de la concertation nationale de la jeunesse. Ils ont ainsi disposé d'un espace pour exprimer leur opinion sur le mode de gouvernance du pays et les questions qui s'y rapportent. Toutefois, le débat s'est principalement concentré sur le choix entre l'instauration d'un État fédéral et le maintien d'un État unitaire à Madagascar. Reportage sur les images de Nzara Janso. Les jeunes malagasy ont bénéficié d'un espace pour exprimer leur opinion, faire entendre leurs aspirations et proposer des changements pour Madagascar lors de la concertation nationale de la jeunesse organisée à Ivato. Cependant, les échanges se sont surtout focalisés sur le système politique à adopter à Madagascar. Certains préconisent l'instauration d'un État fédéral, tandis que d'autres estiment qu'un État unitaire conviendrait mieux au pays. Pour les jeunes du mouvement Génération Z, il s'agit d'un faux débat que l'on entretient à Madagascar, car la question est encore ailleurs, affirme Felena Anji. Pour les jeunes que nous avons rencontrés aujourd'hui, d'autres difficultés constituent encore les véritables préoccupations de la jeunesse à Madagascar. Le chômage figure parmi les sujets les plus souvent évoqués dans leurs témoignages. Certains jeunes ont également indiqué que la jeunesse actuelle tend vers la violence, faute d'une éducation civique suffisante à l'école. Les jeunes ont un rôle à jouer dans le développement du pays ainsi que dans la vie politique, mais jusqu'où va cette responsabilité? Ont-ils réellement pris part au processus ou ont-ils simplement été instrumentalisés? Un État fédéral repose sur la répartition territoriale du pouvoir afin que chaque région puisse se prendre en charge et se développer grâce aux ressources dont elle dispose. Toutefois, dans le débat sur le système envisagé à Madagascar, certains mettent désormais en avant l'appartenance ethnique et d'origine. Des analystes politiques que nous avons interrogés aujourd'hui estiment qu'il serait extrêmement dangereux que des conflits ethniques s'installent à Madagascar. Ces considérations doivent donc être totalement écartés du débat sur cette réforme institutionnelle. Reportage toujours sur les images de Nzara Janso. Madagascar est déjà une seule nation, un pays uni attaché au Fiavanen. Nous ne pouvons pas fédérer ce qui est déjà uni, affirme l'analyste politique que nous avons rencontré aujourd'hui. Pour Makalfans, ancien président du Conseil du Fiavan à Malagasy, le véritable enjeu du débat sur l'État fédéral ou l'État unitaire à mettre en place est celui d'une réelle décentralisation du pouvoir. En revanche, souligne-t-il, attiser les considérations ethniques dans ce débat est extrêmement dangereux. Le docteur Paolo Emilio Raoulnari va également souligner aujourd'hui qu'il était dangereux d'attiser les clivages ethniques dans ce débat actuellement très animé. Selon lui, toute référence à l'appartenance ethnique doit en être totalement exclue. Le véritable sujet doit être la mise en œuvre d'une réelle décentralisation du pouvoir. Il est erroné, ajoute-t-il, d'affirmer qu'Antananarivo s'oppose à l'instauration d'un État fédéral Madagascar.
La capitale serait au contraire la première à tirer avantage de ce système, puisqu'elle dispose déjà de tous les atouts, notamment des infrastructures. La réforme institutionnelle doit s'appuyer sur des consultations menées à tous les niveaux, comme celle organisée auprès des jeunes Aïvat. Pourtant, à ce stade, certains élus ont déjà pris position en faveur de l'instauration d'un système fédéral dans le pays. Poursuivons dans la page sociale, Antsirabe demeure l'une des destinations les plus prisées pour y passer les vacances. Mahajang arrive en deuxième position pour une coopérative de transport basée à Beorirk. Le nombre de véhicules au départ d'Antananarivo à destination d'Antsirabe, d'Ambattulamp et de Mahajang a presque doublé durant cette période de vacances. Reportage signé Rose Christelle Rakut-Malal et Yves-Janel. Situé à 161 km d'Antananarivo, Antsirabe attire de nombreux vacanciers en cette période. Beaucoup d'habitants de la capitale choisissent de s'y rendre. C'est notamment le cas de ces familles qui y passeront 3 jours. Selon le père de famille, ce sont les enfants qui ont choisi cette destination, surtout pour les chevaux. Antsirabe n'est pas la seule destination très recherchée. Mahajang est également très prisée à cause de son climat agréable et des nombreuses activités de loisirs qu'elle propose. Dans cette gare routière de Beorirk, une dizaine de véhicules quittent habituellement la capitale chaque jour. Pendant les vacances, ce chiffre est doublé. Environ 320 passagers empruntent quotidiennement ces lignes à destination d'Antsirabe, d'Ambattulamp et de Mahajang. Les tarifs des transports n'ont pas augmenté dans cette gare routière. Le trajet vers Antsirabe est maintenu à 23 000 ariars, celui vers Ambattulamp à 9 000 ariars et celui vers Mahajang à 75 000 ariars. Et puisqu'on a évoqué Antsirabe, partons dans cette ville où la GEA est championne de la Ligue régionale de Vaknakarach en basketball féminin des moins de 16 ans, tandis que UFBC s'est imposé dans la catégorie masculine. Les 4 équipes qualifiées pour les finales disputées dimanche dernier sur le terrain d'Antanfoot s'y participeront au championnat de Madagascar de basketball U16 féminin et masculin. Reportage de James Orangian Arman, Viva Antsirabe. Le championnat de la Ligue régionale de Vaknakarach de basketball U16 féminin et masculin s'est déroulé pendant 3 jours sur le terrain d'Antanfoot et s'est achevé dimanche dernier. 8 équipes féminines et 8 équipes masculines issues de 6 sections ont pris part à la compétition. L'enjeu était de décrocher la première place afin de représenter la Ligue régionale de Vaknakarach au championnat national. Le basketball occupe une place importante à Vaknakarach, comme l'a montré la qualité du jeu de chaque participant lors de ces finales. Les rencontres ont été très disputées et les scores sont restés serrés, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Dans la catégorie féminine, la JEA a battu FF Pro, l'équipe en maillot blanc sur les images, sur le score de 41-39. Chez les garçons, UFBC s'est imposé face à SBC, également en maillot blanc sur les images, par 84-81. La GEA et UFBC sont ainsi les champions de Vaknakarach en basketball le U16. Les 4 équipes finalistes participeront au championnat de Madagascar. Quant au championnat U20 féminin et masculin, il se tiendra ce week-end dans le gymnase de la piste de Vatfoot à Antsirabe. Dans les actualités internationales de ce soir, 336 millions de dollars est la valeur astronomique des saisies de cocaïne ces dernières semaines au Libéria. Des saisies qui ont poussé le président Joseph Boakai à limoger une douzaine de hauts responsables de l'aéroport, de la police et des sécurités et des membres du service de sécurité. Une enquête a été ouverte. France 24. À la suite de 2 saisies records de cocaïne, l'heure est à la purge au Libéria. Le président Joseph Boakai a limogé une douzaine de responsables gouvernementaux, parmi lesquels figure le directeur adjoint des opérations de l'aéroport international Roberts et le commandant adjoint de l'agence libérienne de lutte contre le trafic de stupéfiants. Le chef de l'État a également ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle afin d'établir les responsabilités. J'ai ordonné immédiatement le licenciement, la suspension et l'ouverture d'une enquête à l'encontre de plusieurs responsables gouvernementaux et agents des forces de l'ordre, après avoir examiné les rapports sur les enquêtes en cours concernant d'importantes affaires de trafic de stupéfiants.
Jeudi, les autorités libériennes ont procédé à la destruction de près de 4,5 tonnes de cocaïne. La drogue avait été saisie début juin et à la mi-juillet lors de 2 opérations antidrogue d'une ampleur inédite. Sa valeur marchande est estimée à 336 millions de dollars. Pour les autorités, cette destruction envoie un message sans équivoque aux trafiquants. C'est une victoire pour le Libéria. C'est un message clair adressé aux organisations criminelles. Le Libéria n'est pas votre zone de confort. Ne venez pas ici, il n'y a pas de place pour vous ici. Il n'y a aucune volonté politique de vous laisser opérer à l'intérieur de nos frontières. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest s'est imposée comme une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Selon l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, près d'un tiers de la cocaïne destinée au marché européen transite aujourd'hui par la région. D'ici à 2030, la moitié de la cocaïne latino-américaine consommée en Europe pourrait y transiter, confirmant le rôle stratégique de l'Afrique de l'Ouest dans les routes mondiales du narcotrafic. Concernant la crise migratoire en Espagne, les ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne tiendront aujourd'hui une réunion en visioconférence sur la situation à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, où plus de 60 000 personnes, selon Madrid, sont entrées illégalement la semaine dernière. Le débat sur la politique migratoire européenne est relancé. France 24. Quelques jours après avoir dénoncé les images en provenance de Ceuta, Ursula von der Leyen salue la réponse rapide de Pedro Sánchez et ouvre la porte à un nouveau durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne. Cet épisode montre clairement que nous devons aller plus loin pour renforcer nos frontières aux points les plus sensibles, notamment à travers une surveillance accrue et, lorsque cela est nécessaire, l'utilisation de barrières physiques. Ces derniers mois, les 27 ont déjà affermi leurs règles en autorisant les États membres à expulser des déboutés d'asile dans des hubs de retour hors Union européenne. Pour la présidente de la Commission, l'entretien à distance entre les ministres de l'Intérieur de l'UE, prévu mardi, devra permettre de tirer les enseignements de cette crise. Une réunion organisée à la demande du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, alors que des dizaines de milliers de personnes se pressaient à Ceuta, l'Italie et le Danemark ont demandé à suspendre Madrid de l'espace Schengen. L'enclave ne fait pourtant pas partie de la zone de libre circulation et une exclusion n'est pas prévue par les textes européens. Sánchez a fustigé l'attitude égoïste de certains pays de l'UE, tout comme son ministre des Affaires étrangères. Quand il y a des crises à Lampedusa, et elles se répètent car le gouvernement italien ne sait pas les gérer, l'Espagne a toujours été solidaire, politiquement et dans les faits. C'est ce que nous exigeons du reste des Européens. Sur les quelques 60 000 personnes entrées clandestinement à Ceuta, 1 millier se trouvent encore sur le territoire. D'après le gouvernement espagnol, plusieurs dizaines de migrants sont morts en essayant de passer la frontière. Et pour terminer ce journal, partant en France, après des années de restauration, la chapelle royale du château de Versailles ouvre ses portes au grand public jusqu'au 27 septembre prochain. Les salles annexes nouvellement restaurées contenant différentes œuvres jamais présentées auparavant sont, elles, ouvertes jusqu'au 30 août. Reportage signé France 24. Le château de Versailles dévoile cet été un bâtiment rempli d'histoire. Jules Ardouin-Mansart, également constructeur de la Galerie des Glaces, est l'initiateur de ce projet commandé par Louis XIV. Les chapelles de Versailles n'avaient jusqu'alors pas de lieu dédié, mais pour cette dernière construction achevée en 1710, le roi Soleil voulait un endroit remarquable, résolument tourné vers Dieu. Yves Carlier, conservateur du château de Versailles, est ravi d'offrir une salle supplémentaire aux visiteurs, qui plus est, une des pièces les plus emblématiques du château. La première chose que l'on voit lorsque l'on arrive dans la cour du château, c'est, outre les façades du château, c'est la chapelle, qui est le bâtiment qui domine une bonne dizaine de mètres le reste du château. Donc c'était marquer la prééminence de Dieu. À l'intérieur, un orgue monumental domine la nef. Surplombant l'ensemble, une fresque peinte par 3 artistes représentant la Trinité, symbole de la protection divine de la famille royale. Les architectes du château ont déployé une extraordinaire nef que vous avez derrière moi, dans laquelle il y a un superbe décor sculpté. C'est ce qui fait la très grande originalité de la chapelle, et puis avec une voûte peinte assez extraordinaire également. A été aménagé au courant du printemps des pièces annexes dans lesquelles ont été déployés des objets, des collections de Versailles qui n'avaient jamais été présentés jusque-là. D'où la nécessité d'ouvrir la chapelle.
Une ouverture très attendue des curieux qui peuvent désormais en franchir les portes et découvrir tous les recoins. C'était vraiment intéressant de pouvoir rentrer et surtout de pouvoir voir les détails qu'on a l'habitude de voir en fait depuis l'extérieur de la chapelle et bloqué par les balustrades. Elle est très belle, il y a de nombreux détails, c'est spectaculaire, cela vaut la peine de la visiter. Dans notre cas, on vient de Puerto Rico et on a eu un guide qui nous a fait la visite. Ça a été fascinant. Les visiteurs peuvent encore fouler le marbre de la chapelle jusqu'à la fin du mois de septembre, avant qu'elle retrouve son calme habituel et ses concerts à l'acoustique si particulière. Et c'est ce qui met fin à notre édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Vous allez suivre le point de droit ou l'émission Nizouk avec Céline ou Ranirland. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.